Bienvenue dans Fonction publique, mon amour, le podcast qui explore, questionne et parfois bouscule, toujours avec l'envie de comprendre et d'avancer. Je suis Linda et chaque semaine, je vous propose des conversations sans détour avec ceux qui font bouger les lignes, innovent et croient en une fonction publique d'avenir. Parce que le changement commence par une idée et chaque idée a de la valeur. Alors place à l'épisode du jour. Salut Jean-Louis. Bonjour. Ça fait longtemps que je voulais faire une série comme ça. Alors je l'ai appelée Fonctionnaire en dehors des frontières, mais je ne sais pas si ce serait le nom définitif. Mais en tout cas, comment ça se passe dans les autres pays? Puisqu'évidemment, la fonction publique, ce n'est pas qu'en France. Et donc, tu as accepté mon invitation et pour ça, je t'en remercie. Je vais te laisser te présenter. Oui, en quelques mots. Alors, moi, je suis un Français qui est expatrié au Danemark depuis un peu plus de 3 ans. Je viens de la sphère publique, puisque je suis un administrateur territorial, donc de la fonction publique territoriale française, où j'ai travaillé pas loin d'une quinzaine d'années. J'ai fait aussi un passage dans ma carrière dans les juridictions financières en CRC. Mais voilà, la vie fait que parfois, on rencontre des gens différents qui sont en Erasmus, et puis on les épouse, et puis on fait des enfants, et puis après, l'hiver, concours de circonstances, post-Covid, on se dit que c'est peut-être une bonne idée d'essayer de tenter une aventure dans le pays d'origine de ma conjointe, à savoir le Danemark. Et donc, depuis cette période-là, depuis en gros fin 2021, on est installé à Copenhague, dans l'agglomération de Copenhague, où j'exerce des activités de consultant indépendant. Mon activité se décline de la façon suivante. À peu près 80% de mon activité, c'est des missions à l'international dans le cadre de la coopération française. Je travaille beaucoup avec Expertise France, avec l'Agence française de développement, avec l'INSP pour, dans des projets de modernisation de fonction publique, d'organisation publique, etc., ou de formation, intervenir dans des pays qui sont situés principalement en Afrique subsaharienne, Moyen-Orient et Europe orientale. Et puis j'ai une petite activité en lien avec le Danemark, c'est-à-dire que dès que je suis arrivé au Danemark, mes anciens collègues des collectivités m'ont dit: Jean-Louis, c'est très intéressant, le Danemark est un pays pionnier sur plein de sujets, est-ce que tu peux nous aider? Donc à partir de là, j'ai commencé à développer une activité d'expertise sur le Danemark pour mieux comprendre mon pays de résidence, mieux comprendre les politiques publiques qu'il déploie. Et donc j'ai accompagné depuis un certain nombre d'acteurs, que ce soit des collectivités, des associations, etc., qui voulaient comprendre le système danois et voir un petit peu les bonnes idées qui étaient adaptables. Et puis j'ai publié aussi des articles dans certaines revues, comme par exemple la revue Horizon Public, ou pour des think tanks sur le modèle du Danemark, notamment et principalement sous l'angle de ces politiques publiques et de comment elles se déploient, et de ce que quelque part cela peut nous aider, soit pour développer de nouvelles politiques publiques, ou tout simplement nous donner matière à penser sur nos petits sujets nationaux. Voilà. Parfait. Bon, écoute, je prendrai les références que tu voudras bien me donner, je les mettrai en note de l'épisode, hein. Notamment tu parlais d'articles, ça m'intéresse. Volontiers. Mais donc, comme vous l'avez compris, on va parler du Danemark. Alors, voilà, on sait en France, il y a 3 versants à la fonction publique, l'État, la territoriale, l'hospitalière. C'est pareil au Danemark? Parce qu'après, il y a aussi tout ce qui est parapublic. Alors, au Danemark, on est dans un pays qui est organisé de façon très différente de la France. D'abord, pour ce qui est on va dire de la fonction publique en tant que telle, on est plus approprié à parler d'agent public, dans la mesure où le statut de fonctionnaire au Danemark n'est exercé uniquement par les agents de l'État, et qui sont notamment sur, on va dire, les métiers régaliens de l'État danois. Dans le secteur public local et dans les hôpitaux, on a des agents publics. Après, le Danemark aussi a une caractéristique, c'est-à-dire que c'est un pays qui est extrêmement décentralisé. On est dans un pays où les collectivités locales, alors déjà, tout petit peu de géographie, parce que tout le monde n'a pas tous les chiffres du Danemark en tête. On est sur un pays d'à peu près 6 millions d'habitants sur 43 000 km², ce qui est à peu près les proportions de l'ancienne région Rhône-Alpes. Voilà, mais avec une géographie radicalement différente. On est sur un pays très plat avec plein d'îles. Donc, voilà, ça c'est de la géographie. Là-dessus, vous avez seulement 98 communes qui s'occupent de la quasi-totalité des services publics, puisque les 98 communes du Danemark, qui sont le fruit d'une fusion qui date, il y a eu plusieurs phases, mais la dernière c'était en 2017, elles exercent la quasi-totalité des compétences de nos collectivités locales, plus la gestion des enseignants et des agences pour l'emploi. Donc on est sur, voilà, des communes qui sont très puissantes. À côté de ces communes très puissantes, vous avez des régions qui ont 5 régions pour à peu près tout le Danemark. C'est des régions qui font la taille d'un département français, et elles qui ont la compétence santé, c'est-à-dire les hôpitaux, et également votre médecin relève de la région. Voilà, l'État, lui, est vraiment sur la loi et l'ordre et sur un périmètre régalien assez limité. Là-dessus, effectivement, vous en doutez bien que quand on observe
la décomposition de la fonction publique, enfin des agents publics au Danemark, eh bien, c'est les communes qui ont on va dire, un nombre extrêmement important d'agents publics. Par exemple, pour le Danemark, on a à nouveau 6 millions d'habitants. Les communes, c'est 520 000 employés. Voilà. Donc on est sur des proportions qui sont énormes puisque c'est quasiment 8% de la population qui sont les agents des communes. Vous avez 150 000 employés pour les régions et l'État est à 190 000 avec là-dedans la police, l'armée qui font vraiment le gros des effectifs. Donc, quand on regarde ça à un niveau je dirais des organisations, c'est-à-dire au niveau des collectivités, par exemple, quand on prend un certain nombre de communes, par exemple, Copenhague, vous avez 660 000 habitants sur la commune de Copenhague, mais vous avez 54 000 agents publics. Voilà. Donc, on est sur des effectifs. Là, cette proportion est à peu près la même dans toutes les communes du Danemark, mais c'est des effectifs qui sont très, très, très significatifs. Donc, comme je vous le disais, on n'est pas sur au niveau des agents publics locaux ou ceux des régions, on n'est pas sur des fonctionnaires. Donc, il n'y a pas de statut, il y a des contrats. Mais la spécificité de l'ambiance professionnelle, c'est qu'on est dans un pays où, d'une part, le taux de chômage est très faible, puisque depuis 25 ans, le taux de chômage est en dessous de 7%. Et d'autre part, on est dans un pays qui a une culture syndicale très forte, puisque les 2 tiers des salariés danois sont syndiqués, et dans le secteur public, on monte évidemment à plus de 80%. Donc, dans ce contexte, les relations entre l'employeur et ses salariés / agents est évidemment radicalement différente, ce qui conduit à une véritable culture de la négociation. Là-dessus, quand on prend le côté de la sphère publique, notamment, on va dire, des décideurs, à savoir les élus locaux ou le gouvernement, on a aussi des différences radicales avec la France. On est sur un pays où vous avez un émiettement extrême du paysage politique. Le Danemark est une monarchie parlementaire, et donc au Parlement danois, vous avez une douzaine de partis. Au niveau des collectivités, dans les conseils municipaux, vous avez conseils régionaux, vous avez pareil, 7-8 partis, etc. Et donc, je dirais tant le gouvernement que les majorités dans les municipalités et dans les régions sont basées sur des coalitions. Donc, on est sur des exécutifs qui sont assez faibles et qui déjà doivent beaucoup négocier eux-mêmes au sein de leur majorité. Donc, cette culture de négociation, elle se retrouve un petit peu partout. Et donc, dans les relations de travail entre, d'un côté, les employés et les employeurs, des syndicats très puissants, un employeur qui doit lui-même pas mal négocier. Donc, on est vraiment sur on va dire, une asymétrie des forces là-dedans. Mais cette culture de négociation, elle est basée aussi sur une idée de compromis et du besoin de faire tourner le pays. Le Danemark est un petit pays et les Allemands en sont très conscients, ils vous le disent volontiers, nous sommes un petit pays. C'est quelque chose qu'on n'entendra jamais en France. Hein. Et donc, par conséquent, ils sont convaincus qu'il faut qu'ils arrivent à des compromis et qu'il faut que quand ils mènent une négociation, là, comme on l'apprend normalement dans les formations de négociation, il faut pas trop léser la partie en face, sinon on le paye un jour ou l'autre. Et ça, c'est très ancré dans la culture. Donc la culture, on va dire, de la négociation avec la clé de bras, où on va forcer l'autre à accepter parce qu'il n'y a pas le choix, ça ne marche pas. Le 49.3, ça n'existe pas au Danemark. On est sur une culture radicalement différente au sein des organisations. D'accord. Alors, il y a plusieurs questions qui me viennent là. La première, tu parlais, il n'y a pas de statut, tu parlais d'agent public. Il y a un concours pour devenir agent public ou... Alors, au niveau de la fonction publique d'État, vous avez un statut de fonctionnaire, donc qui donne une certaine stabilité et notamment aussi une certaine impartialité. Le recrutement ne se fait pas par concours, à ma connaissance. On est sur du recrutement sur la base des compétences et puis derrière des titularisations qui se font en fonction des besoins et des évolutions. Ailleurs dans la sphère du public local, donc qui est quand même énorme puisque à nouveau ça pèse presque 700 000 personnes sur 6 millions d'habitants. On est sur des recrutements sur contrat assez classiques, en sachant que là-dedans vous avez des CDD, vous avez des CDI, c'est variable en fonction des besoins et aussi en fonction de ce que le marché du travail peut fournir, puisque le secteur public n'est pas forcément l'employeur le plus attractif, même si les rémunérations sont intéressantes. Voilà, au Danemark, malgré tout, le secteur privé paye beaucoup mieux, comme partout. D'accord, donc ça c'est un point commun avec la France. D'un point de vue rémunération, c'est pas parce qu'on travaille pour le public qu'on est mieux payé. Au contraire, ce que j'entends en tout cas. En tout cas, ça dépend des niveaux. C'est toujours la même chose. Ça dépend des niveaux de responsabilité et de compétences. Plus on monte dans les organigrammes, c'est certain qu'il vaut mieux travailler pour la Danske Bank ou Novo Nordisk, c'est des géants du secteur privé que pour une commune ou une région danoise, c'est certain. Après, évidemment, sur les échelons, je dirais plus moyens,
il est certain que, je sais pas, quand on est sur des métiers, voilà, plus techniques, on a des garanties dans le secteur public parce que malgré tout, on peut avoir, voilà, des cadres d'emploi qui sont plus sécurisants quand même dans le secteur public que dans le secteur privé. Voilà, c'est pas très différent là-dessus. Mm. OK. En tout cas, ce que j'entends, c'est que clairement, c'est le local qui prime sur, en tout cas en termes de compétences et de pouvoir, qui prime sur, l'État. Absolument, Là, c'est quand même une énorme différence avec la France. absolument. Je rajouterai un autre aspect. Il y a aussi au niveau du Danemark une culture associative très forte. Et ce qui fait que, par exemple, au niveau des communes danoises, pour développer, mais c'est la même chose au niveau des régions, vous avez une association des communes du Danemark qui date des années 70, donc qui est une association qui vise, on va dire, à défendre les intérêts des communes du Danemark. Donc c'est une sorte d'équivalent d'AMF, mais une AMF, on va dire, sous stéroïdes, puisque au niveau donc de l'association des communes danoises, ça s'appelle KL, vous avez 400 employés. On se rappelle qu'à l'AMF, il y a 80 personnes. Donc on est sur une association qui est beaucoup plus puissante et qui vraiment a un rôle de coordination on va dire, des intérêts des communes danoises. Donc elle gère par exemple le dialogue social au niveau national, parce que dès qu'il y a des problématiques d'augmentation des salaires, c'était le cas. Il y a eu des négociations qui se sont tenues. Vous aviez d'un côté les syndicats qui représentaient les agents des communes, KL qui représentait les intérêts des employeurs communes, et l'État évidemment à un moment donné qui est là aussi pour quelque part éviter des dérapages financiers et budgétaires. Donc les communes se font beaucoup représenter par leur association dès qu'il s'agit de négocier avec l'État. Donc là-dessus, le rapport État-collectivité, il est beaucoup plus symétrique qu'on peut l'avoir en France. Bien sûr, l'État a le dernier mot, mais politiquement, comme en plus les carrières politiques se font beaucoup entre le local et le national, vous n'avez pas forcément de relations antagoniques fortes. Donc ça, c'est vrai que sur le jeu de pouvoir, ça change. OK. Concrètement, l'agent public ou le fonctionnaire, il est vu comment par le citoyen, lambda? En France, on voit bien, hein, que c'est un peu compliqué. Bah, disons que la culture du fonctionnaire bashing a pas forcément beaucoup de sens, parce que ce qui compte pour le Danois, c'est une certaine forme d'harmonie au sein de la société et le fait que chacun fasse sa part pour que le pays tourne. On n'a pas du tout de posture visant à diviser comme ça le pays entre, on va dire, entre guillemets, les feignants de fonctionnaires et les gens du privé qui travaillent comme des dingues. Les règles en matière aussi de culture de travail sont assez proches entre le privé et le public. C'est-à-dire que le Danemark est un pays qui est aux 37 heures. Mais quand je dis aux 37 heures, c'est 37 heures, pas une minute de plus. C'est-à-dire que quand on est agent public ou agent privé, eh bien, on travaille son temps et la culture de l'heure supplémentaire n'existe pas. Donc, il n'y a pas trop là-dessus de discours entre les feignants de fonctionnaires, entre guillemets, et les agents du secteur privé qui travailleraient significativement plus. Donc là-dessus, le discours tient pas trop. Et il y a pas non plus le discours, il y a trop de fonctionnaires, faut qu'on réduise le nombre, ça coûte trop cher. Alors, sur le nombre d'agents publics, il y a un paramètre qui est très important, je pense aussi, à ne pas oublier par rapport à la différence avec la France. C'est sur, on va dire, le lien fiscal entre le citoyen et la strate du secteur public qui est en charge de la plupart de ces services publics, c'est-à-dire la commune. Les communes sont financées par l'impôt sur le revenu. C'est-à-dire que moi, actuellement, Ah vivant au d'accord. Danemark, j'ai un peu plus de 22% de mes revenus qui vont directement à ma commune pour gérer tous mes services publics. Donc, je sais exactement ce que je paye et pourquoi je le paye, puisque c'est ma commune. Donc normalement, voilà, si je m'intéresse un petit peu à ce qui s'y passe, je sais exactement quel est le niveau de service public, et donc si je ne suis pas content, évidemment, je peux protester. Donc là-dessus, je pense que la relation est beaucoup plus saine qu'en France, où avec les diverses réformes, on a complètement perdu en clarté. Alors d'une part sur le qui fait quoi au niveau des services publics, et ensuite sur combien on paye pourquoi. Voilà. Mmh. À quoi je contribue? On est dans un flou qui perturbe le citoyen et qui permet aussi de tenir tous les discours démagogiques, puisque voilà, ce flou ne permet pas, enfin, en tout cas, à part une frange très minoritaire de la société, de se rendre compte vraiment de qui fait quoi et qui paye quoi. Voilà. Mais ça, c'est très fort parce qu'effectivement, c'était ma question suivante, c'est quoi le rapport à l'impôt? Ce besoin de clarté, je pense que ça serait, tout bénef pour, la fonction publique en général. Savoir à quoi le citoyen contribue, Mm. ce serait un gros plus que dans la perception que les gens peuvent avoir des agents, quoi. Mais en tout cas, Absolument. ça marche bien. Absolument. Je tiens à préciser un petit élément sur l'impôt sur le revenu communal. La commune a un pouvoir de taux
C'est-à-dire qu'elle peut évidemment faire évoluer le taux avec un petit bémol. C'est extrêmement étonnant au niveau de France, c'est que il y a un accord tacite, c'est pas par le cadre de la loi, c'est fait par des négociations entre d'un côté l'association des communes du Danemark et l'État danois pour maintenir grosso modo le panier de prélèvement des communes constant. C'est-à-dire que si une commune a besoin d'augmenter ses impôts parce qu'elle aurait un surcroît de dépenses pour X ou Y raison, elle est obligée de négocier au sein de l'association des communes du Danemark en fonction d'autres communes qui, elles, baisseraient leur fiscalité pour maintenir le panier constant. Donc, ça ne peut être que des accords, ça ne peut être que, alors, il y a de la péréquation, mais ça, c'est un autre sujet. Disons, il y a une forme de négociation pour que, on va dire, les taux de fiscalité entre les communes s'équilibrent dans le panier global. Ce qui fait que quand une commune a besoin d'augmenter sa fiscalité, elle a besoin d'avoir des arguments béton, et deux, d'avoir une perspective du retour à la normale assez claire. Elle peut pas se permettre de dire, ah, hop, on augmente, on augmente, on augmente. Donc ça a un mécanisme qui évidemment derrière est assez vertueux, on va dire, sur le plan d'utilisation de l'argent public, parce que voilà, l'arme de l'augmentation d'impôts est quand même très difficile à manier, même si dans les faits, il y a une certaine forme de liberté sur le pouvoir de taux. Voilà. Je trouve ça fascinant. Le fait qu'il y ait que 98 communes et qu'il y ait au sein de celle-ci cette association, ça permet aussi de faire facilement des comparaisons en fait entre le niveau de fiscalité, le type de politique publique, le nombre d'agents publics, etc. par habitant. On peut assez facilement faire des ratios et faire des comparaisons. C'est beaucoup plus facile qu'avec 35 000 communes et puis des compétences qui sont parfois segmentées sur plusieurs strates. Donc là-dessus, en termes de clarté, c'est vraiment beaucoup plus simple en termes de gestion. Et puis il y a pas mal de sujets aussi que les communes danoises travaillent ensemble pour conduire à des économies et des réductions de coûts, notamment sur toute la digitalisation. Le Danemark est extrêmement digitalisé. Moi, je peux faire toutes mes demandes 100% digitales, voilà, avec on va dire une sorte d'identification numérique. Et ça a été développé au sein de l'association des communes du Danemark, qui fait que les standards sont partout les mêmes. Et les univers informatiques, que ce soit en front office, en relation avec les usagers, ou en back office dans les fonctionnements, ont été harmonisés au sein de cette association qui elle-même négocie avec les prestataires informatiques pour avoir des bons niveaux. Donc là-dessus, c'est effectivement radicalement différent. Si on est sur un sujet un petit peu technique, qui est celui de l'environnement informatique des collectivités, on sait qu'en France, c'est des choses toujours extrêmement hétérogènes. Et quand même aujourd'hui, on n'a que 15 régions, je pense, dans ce cas-là, on a quand même 15 systèmes d'information différents et 15 façons différentes d'interagir avec les usagers dans le cadre de différentes plateformes de services qui existent au niveau de nos régions françaises. Voilà. Donc là, il y a une grande différence. Et alors, du coup, j'avais une question là-dessus. En termes de défis ou d'opportunités, enfin là, pour le coup, je pense surtout à défis. C'est quoi les défis pour la fonction publique au Danemark? Est-ce que c'est un problème de génération, de démographie? Enfin, il n'y a plus assez de personnes, technique, informatique, innovation. Enfin voilà, c'est quoi son principal défi? Le principal défi des collectivités danoises et de la société danoise en général, c'est davantage que les problématiques environnementales, les problématiques de vieillissement. Le Danemark est un pays qui a une natalité un peu plus faible que la France et donc qui connaît un peu plus tôt, on va dire, la vague grise. Alors, quand bien même l'âge de la retraite au Danemark est de 67 ans, il y a quand même cette situation de vieillissement au sein des organisations et le problème du renouvellement tout simplement des personnes en poste au sein du secteur public. Donc, il y a des solutions qui sont en cours de développement. La première, sur tous les services, je dirais, administratifs, le recours à l'intelligence artificielle. C'est comme c'est possible avec des hauts niveaux de digitalisation pour faire, on va dire, du traitement de dossiers en masse, etc. Il y a des travaux en cours. Et c'est à nouveau le rôle de l'association des communes danoises de travailler sur ce sujet pour l'ensemble des communes danoises. Et puis un autre sujet important, donc c'est effectivement la chasse aux compétences. Malgré tout, vous avez des domaines, notamment sur tous les services à la personne, où vous avez des tensions. Donc on en arrive à des situations qui, vu de France, paraissent un peu extravagantes. Le Danemark a un droit en matière d'immigration qui est très très strict, très rigoureux. C'est assez difficile d'avoir un permis de travail au Danemark quand on est, on va dire, extra-communautaire. Mais récemment, des communes danoises ont réussi à pré-négocier avec certains pays, je pense par exemple avec les Philippines, pour pouvoir proposer à l'État, entre guillemets, clé en main, un schéma d'importation de soignants, notamment de personnes qui travailleraient dans les EHPAD, c'est l'équivalent des EHPAD, etc., auprès des personnes âgées, qui viendraient des Philippines, en assouplissant les contraintes d'immigration. Donc, vous voyez, on a des situations où les communes sont dans la mesure de challenger l'État sur une politique régalienne qui est celle de l'immigration pour pouvoir répondre à leurs propres défis en matière de besoins d'agents publics. Et donc, vous avez des personnes qui vont venir des Philippines, des milliers de personnes qui vont être acculturées, qui vont apprendre le danois pour qu'elles puissent travailler
dans les EHPAD. Philippines, pays spécialiste dans l'exportation, on va dire, de personnes qui travaillent notamment dans les métiers du soin, du care, etc., dans le monde entier. Enfin, bref, j'ai beaucoup travaillé au Moyen-Orient et ça m'a frappé de voir partout des Philippines dans les services publics de santé. Spécialisé là-dessus. Ok, hyper intéressant. Là, on arrive à la fin de notre entretien. S'il y avait une chose qui, selon toi, enfin, dont la France devrait s'inspirer, dont la fonction publique française devrait s'inspirer, ce serait quoi? Alors la fonction publique, je ne sais pas, parce que je pense que dans un pays comme la France, où on a un chômage de masse et où la population a un grand sentiment de fragilité, bousculer le statut de la fonction publique n'est pas, à mon avis, une très bonne idée. En revanche, là où on aurait quelque chose à apprendre du Danemark, c'est sur la clarté du paysage des acteurs du service public. Le fait d'avoir 35 000 communes, c'est complètement aberrant. Si on fusionnait demain au niveau de la strate communale, commune interco, on pourrait gagner beaucoup en clarté pour les citoyens, en efficacité, et sans pour autant perdre beaucoup en termes de démocratie. Et on commencerait, je pense, à mettre en place un cercle vertueux de contrôle des coûts sans pour autant dégrader le service. Parce que on a des économies d'échelle à faire, en tout cas au niveau du En secteur croissance, public local. les gens sont très Je sais. attachés à leur maire, à leur mairie. Oui, mais c'est archaïque parce qu'aujourd'hui, vous voyez, quand on me dit oui, mais la démocratie locale, je peux lire mon maire dans ma commune de 300 habitants. Oui, mais vous élisez quelqu'un qui ne peut rien faire. Vous élisez quelqu'un qui va être en difficulté, qui va se perdre dans un cadre juridique qu'on connaît tous et qui est d'une complexité extravagante, et complexité qui est d'autant plus aggravée par la multiplicité d'acteurs publics. Voilà. Si demain, on avait en France, je sais pas moi, 1200 communes pour tout le pays, c'est pas déconnant, hein. Voilà. Si on fait des ratios, c'est à peu près ça. De toute façon, le nombre d'intercodes, c'est à peu près ça. On arriverait à des mailles qui sont pas non plus extravagantes sur le plan démocratique et avec un bien meilleur service public. À noter qu'au Danemark, quand ils ont fusionné progressivement les communes, puisqu'ils en avaient à peu près 1300 dans les années 60 et ils en ont 98 aujourd'hui, eh bien, les anciennes communes existent encore plus ou moins, soit sous la forme de conseils de quartier, soit sous la forme d'associations d'habitants qui vont donc défendre, avec un président de l'association des habitants, qui fait une sorte, on va dire, implicitement une sorte de maire, puisque voilà, malgré tout, il y a une association, les membres élisent le président, etc., qui défend les intérêts et puis qui gère des subventions pour de l'animation, des choses comme ça, et qui défend les intérêts. C'est un autre modèle qui est tout aussi démocratique et qui à la fois préserve en fait une qualité de service public, puisque la fonction telle en tant que telle de service public, elle est exercée par une structure communale qui a la surface financière et humaine pour pouvoir exercer des services publics de bon niveau. Alors Louis, si jamais on veut approfondir ce sujet, enfin ces sujets avec toi, comment est-ce qu'on te contacte? Alors, on me trouve très facilement sur LinkedIn, où je suis assez actif. Je publie régulièrement des posts sur ce qui se passe en Scandinavie, sur le Danemark, sur les politiques publiques, sur des aménagements urbains, urbanistiques. Ça m'amuse beaucoup quand je me promène de Copenhague de faire quelques petites vidéos sur des choses que je vois. Donc, n'hésitez pas à me suivre sur LinkedIn principalement. Et puis, évidemment, je me tiens à disposition des acteurs publics qui veulent venir au Danemark pour mieux comprendre ce pays et prendre les nombreuses idées qui sont, à mon avis, importables en France. Merci beaucoup Jean-Louis. Merci beaucoup. Au revoir. Voilà, un regard de plus sur la fonction publique d'aujourd'hui. Si cet épisode vous inspirait, alors il a rempli son rôle. Parce que ce que l'on retient et ce que l'on transmet, ça a du sens. Et ce qui a du sens a de la valeur. Partagez, abonnez-vous. Merci d'être là et on se retrouve bientôt.